Donc, on a une petite fille de 9 ans qui est portée disparue depuis déjà quelques jours. Les policiers de la Sûreté du Québec nous ont indiqué ce matin que, d'après ce qu'ils ont comme information, puis il n'y en a pas beaucoup d'informations, là, l'homme en question, le suspect, disons, aurait abordé d'autres enfants, toujours avec un peu le même stratagème en disant « Je recherche un petit chien noir et blanc ». Et les policiers demandent aux parents qui ont des enfants dans le secteur, est-ce que leur enfant a vécu ça? C'est pas évident toujours que les enfants, spontanément, vont aller raconter ça à leurs parents. Donc, ça, c'est une partie de l'enquête. L'autre partie, ça concerne, et on le voit assez souvent, des gens qui ont des antécédents en matière d'agression sexuelle sur des enfants. Notre collègue Claude Poirier disait que dans la région, et là, on peut faire une espèce de zone, si vous voulez, on retrouve peut-être 30, 40, 50, 60 personnes qui sont fichées par la Sûreté du Québec comme étant, entre guillemets, des gens qui ont des antécédents ou potentiellement des agresseurs contre des enfants. Et on l'a vu également dans le cas de Jolene Noriendo, on parlait de centaines d'abuseurs qui habitaient dans un rayon quand même assez près de l'endroit où la jeune fille a disparu. Et on va en parler ce matin avec le docteur Pierre Mailloux. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour, Paul. D'abord, c'est pas très étonnant de savoir qu'on a 30, 40, 50 agresseurs potentiels d'enfants dans un rayon assez fermé quand même. Oui, ça m'étonne énormément. Je ne croyais pas. Les policiers de Trois-Rivières ont fait allusion à 75 dossiers d'hommes avec des antécédents criminels en matière sexuelle. Écoute, une petite place comme Trois-Rivières, là, ça en fait presque un par coin de rue. Tu sais, 75, là, à Trois-Rivières, c'est énorme. C'est pas Montréal, Trois-Rivières. Non, je comprends. Mais en même temps, c'est-à-dire ce qui arrive souvent, puis là, je l'ai vu, là, je parlais d'un cas que je connais, là, de gens qui sont condamnés, par exemple, pour des agressions sur des enfants. Ils sortent de prison et ils sont exactement dans le même état d'esprit que quand ils sont entrés. Ben oui. Puis là, on dit aux policiers, s'il se passe de quoi dans votre coin, sachez qu'il est rendu dans votre bout. Oui. Ah non, c'est... en matière d'intervention efficace auprès des prédateurs sexuels, le Québec fait figure de parents très pauvres. Et le Québec ne protège pas les enfants face aux gros prédateurs sexuels. Le Québec s'est doté de petits programmes de bonnes femmes pour les petits cas d'agresseurs sexuels. Mais pour les gros cas, là, c'est épouvantable, c'est gênant. C'est quoi un gros cas? Ben, un gros cas, c'est un récidiviste. C'est un récidiviste qui va agresser des centaines d'enfants, plusieurs douzaines, voire des centaines. C'est un individu qui contemple enlever les enfants, torturer les enfants, tuer les enfants. Ah, c'est ça des gros cas. Et ils le disent. Ils ne s'en cachent pas, les prédateurs sexuels. Et les intervenantes, face à ça, leur font les belles thérapies de la parole. Je trouve ça absolument odieux. Moi, j'en ai rencontré à la Macasa, où il y a un fort pourcentage, là, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'est 30 ou 40 des détenus sont des gens qui sont là pour purger des peines reliées à des cas d'agression sexuelle. Oui. Et impliquant des mineurs dans bien des cas. Et je suis allé, moi aussi, puis il y en a un de ceux-là qui avait eu 9 thérapies de la parole qui m'avait fait venir pour l'évaluer afin d'être castré. Et la directrice de la prison de la Macasa, Carole Prévost, a jamais voulu et a menacé le patient. A jamais voulu qu'il soit castré. Mais moi, c'est quand même incroyable, là. Quand je parle des bonnes femmes du Québec, je sais ce dont je parle. Elle est maintenant sous-ministre à Ottawa. Mais ça veut dire que le gars en question, lui, voulait se faire castrer? Oui. Puis la directrice de la prison a dit non. Et Louis Morissette l'a évalué, ce cas-là, lui-ci, Louis Morissette de Pinel, et il était d'accord avec moi que ce cas-là devait être castré. Pourquoi il devait être castré? Parce que ça faisait 9 fois qu'il récidivait. Il y avait eu 9 thérapies. Écoute, conviens-tu que le patient qui était d'intelligence supérieure à la moyenne était écœuré des thérapies de la parole des intervenantes de Pinel puis de la Macasa? Lui-même le disait, c'est pas efficace dans mon cas. 3 jours après ses sorties de prison, il recommettait un délit. Ça veut dire que lui, à chaque fois qu'il mettait le pied dehors, il y avait cette pulsion de s'en prendre à des enfants. Oui, 3 jours après sa sortie de sa dernière incarcération, Paul. Il le disait. Et Carole Prévost, la directrice de la prison, m'a envoyé une lettre, j'ai ça par écrit chez nous. Jamais nous n'accepterons ce genre de thérapie-là. Sais-tu, elle a fini par accepter la castration chimique. Ça se peut-tu? OK, on va distinguer les deux pour le bénéfice de nos auditeurs. Le type de castration, il y a chimique et chirurgicale. Oui.
Castration chimique, c'est des hormones qu'on donne à un homme et c'est aussi efficace que d'enlever les testicules, excepté que c'est temporaire. 3 semaines, 1 mois après l'arrêt des piqûres, tout recommence à zéro. Il est aussi pire qu'il était avant les injections. Tandis que la castration chirurgicale, on enlève les testicules du scrotum et là, c'est la même efficacité que la castration chimique, mais c'est fini à vie. Alors, il n'y a plus d'érection, ou à peu près plus, puis il n'y a plus de libido. Fait que le gars est tranquille. Mais quand vous dites qu'il n'y a plus de libido, là, ça veut dire que quoi? Il n'y a plus aucune pulsion, il n'y a rien? Presque rien, même s'il y a 2, 3 fantasmes qui viennent dans sa tête, tu sais, il n'y a plus d'érection qui accompagne ça. Il n'a plus le crescendo de l'excitation sexuelle masculine. Oui, mais on pourrait se dire que même s'il ne peut plus, il pense encore. Ben, même s'il pense pas, tu comprends, de là à se lever puis partir en chasse, après un jeune, c'est trop d'ouvrage. Fait que c'est facile pour lui de se retenir. Comme la castration chimique, ça rend impuissant. C'est sûr, regarde, Paul, on va être cru ce matin, là. Ouais. Il est sûr que j'ai fait castrer. OK? Il me dit, c'est sûr, docteur, si une femme me suce à la planche pendant 15 minutes, j'ai une petite érection. Dès qu'elle arrête de sucer, l'érection s'en va, puis je suis bien tranquille. Est-ce que c'est clair, ce que je viens de dire? Oui, c'est clair. Mais en même temps... Ça, ce sont les prédateurs sexuels castrés qui me l'ont dit, que j'ai fait castrer. Mais en même temps, même s'il ne peut pas sexuellement avoir ce qu'il y avait avant en s'en prenant des enfants, il ne sera pas tenté d'aller vers les enfants, leur faire des attouchements. Il n'y aura pas cette pulsion-là pareil. Mais non, la poussée démentielle du prédateur disparaît. C'est ça qui est extraordinaire avec la castration chirurgicale. Cette poussée incontrôlable n'est plus là, Paul. Ah, c'est très facile. À un moment donné, il va dire, ben, c'était bien le fun de pognasser des tout petits, mais ça me le dit plus. Trop d'ouvrage. Il n'a plus cette poussée démentielle, cette poussée obsédante. Vous en avez fait castrer combien? Ben là, Paul, il y a 1 mois, j'en ai fait castrer mon 5e. Il y a un chirurgien urologue qui a accepté d'en castrer un autre. Ils ont peur. Les chirurgiens sont morts de peur de castrer mes patients. Ils ont peur du collège des médecins. Et ça, c'est pas normal. Alors, il y a un 5e, il était content. Finalement libéré parce que lui, il était aux hormones depuis 7-8 ans au moins. Puis il était tanné de se faire piquer. Tu comprends? Mais ça veut dire que ces patients-là, là, ils n'ont aucune vie sexuelle, ou presque. Non, fini. Fini. C'est fini. Ah, oublie ça. Alors, un patient castré, que ce soit chirurgicalement ou chimiquement, il n'y a plus de vie sexuelle. Mais il ne faut pas qu'il prenne de la testostérone exogène. Il ne faut pas qu'il fasse comme les athlètes, là. Qu'il se fasse prescrire de la testostérone. Tu comprends? Il y en a qui font ça? Non, mais je le dis, là. Ouais. Ah, c'est sûr que si on fait castrer, on enlève les testicules de quelqu'un, puis on lui donne des patchs de testostérone, comme font beaucoup d'athlètes, y compris des femmes, là, à ce moment-là, il va pouvoir avoir une érection et une pulsion sexuelle. Mais on recommence. Oui. Ben oui. Mais ça veut dire aussi, parce que un de vos collègues psy à la Macasa m'avait dit, un pédophile, quelqu'un qui fantasme sur des enfants, tu le feras pas demain matin, même par les thérapies de la parole, comme vous dites, là, par exemple. Jamais. Tout ce que tu peux faire, c'est de l'empêcher de passer à l'acte pour qu'il comprenne la gravité du geste qui est sur le point de poser. Exact. Tout ce que tu peux faire, c'est l'encadrer. Et de là, lui faire comprendre la gravité de l'acte qu'il pose, oublie ça. Ça, c'est une mentalité féminine au Québec. Alors, j'ai assez évalué de prédateurs sexuels, Paul, pour te dire qu'ils savent très bien que c'est pas correct. Ils ne sont pas capables de s'en empêcher. Fait que les pédophiles repentants, vous croyez pas à ça? Bon, je savais que t'as pu le faire rire. Paul, oublie pas que tu parles à un vieux singe. Non, je le sais, mais c'est parce que, je vous dis, à la Macasa, à un moment donné, je vous raconte une anecdote, je fais une petite parenthèse vite, là. Je sors de la salle où j'ai rencontré le gars, puis il y a un monsieur qui est assis là, il doit avoir fin de la soixantaine. Et là, puis, tout fier de m'expliquer que depuis une trentaine d'années qu'il abuse d'enfants, et que là, il est en thérapie, qu'il a creusé une mission, pas parce que la grand-mère l'intéressait, mais parce que la grand-mère avait des petits-enfants, puis ça lui donnait accès aux petits-enfants, et que là, après 30 ans d'abus, il commençait à comprendre. Écoute, Paul, tu sais comme moi qu'en matière sexuelle,
les êtres humains mentent comme ils respirent. Hommes et femmes confondus. Pour différentes raisons, évidemment. Mhm. Hey, la thérapie des bonnes femmes avait marché. Le gars était devenu menteur en plus. Ben, t'as une thérapie de bons hommes aussi là-dedans. Pardon? C'est une thérapie de bons hommes aussi là-dedans. Non, c'est des thérapies de bonnes femmes. C'est tout né par les bonnes femmes maintenant. Et 3-4 féminisés. Oui, c'est toute la mentalité féminine, là. C'est pour ça qu'on a un problème face à ça au Québec. Puis il va falloir se le dire respectueusement, mais très fermement. Écoute, la prise en charge des prédateurs sexuels par les femmes, là, ça vaut strictement zéro. On va tout qui tosse ça de là. Là, ça veut dire quoi? Donc, on les casse ou on les enferme? Ben, et la troisième, on les tue. Il y a trois hypothèses. On les casse, on les enferme à vie, ou on les tue. Parce que je te parle des gros cas, là. Oh, ouais. Non, c'est... Parce que la plupart des enfants qui sont abusés le sont par quelqu'un de leur entourage. 85% des enfants abusés sexuellement le sont par une personne connue. Qu'ils connaissent. Père, grand-père, voisin, ami de la famille. Et ceux qu'on appelle des agresseurs froids, là, qui n'ont aucune pitié, compassion, sentiment zéro, tout ce qu'ils veulent, c'est se soulager. C'est quoi, c'est 15%, vous dites? Non. Non? Ça, c'est souvent le père et le grand-père. Ou, maintenant, il y a une catégorie que j'ai oubliée. Le beau-père? Qui est épidémique, le nouveau conjoint de la ben, mère. Alors, tous les pédophiles au Québec, actuellement, font presque tous vie commune avec une femme qui a 2-3 petits-enfants. Et dont ils s'occupent ardemment. Je peux te l'assurer. Je suis obligé de dire que vous avez parfaitement raison. Ben, je connais ça, ça donne... Non, mais parce que j'en ai vu des cas, puis des cas, puis des cas comme ça. Ben. Mais là... Bon, oui, Paul, c'est important Ouais. de mentionner que à peu près tous les pédophiles font vie commune avec une femme qui a 2-3 petits-enfants. Ils copulent la femme 2 fois par mois à 3 fois maximum. Et les tout-petits, la petite fille, 2 à 3 fois par semaine. Et elle va pas trop dénoncer parce qu'elle veut pas perdre son chum. Ben. Et les avantages qui vont avec. Gardienne, argent, Ouais. sécurité, toute l'équipe. Faut poser une dernière question. Entre kidnapper un enfant, s'en prendre à un enfant et tuer l'enfant, c'est une chose. Mais on a vu des cas, pas nombreux, là, mais des cas où le kidnappeur a vécu avec l'enfant, gardait l'enfant pour lui. Ben oui. Mais la plupart des pédophiles rêvent de faire ça. De pouvoir kidnapper un enfant puis de le garder dans le sous-sol puis sous son contrôle. Oui. Ben oui, parce qu'ils l'aiment. Faut bien comprendre, l'homme prédateur sexuel, il aime l'enfant. Il préfère l'enfant à une femme adulte. Puis un mot petit bout à part de ça. Puis son rêve, c'est d'avoir un enfant comme conjoint. Tu sais, il faut se dire les vraies choses. Oui, ben c'est ça, on est là pour ça. Là. Tu sais, on va arrêter de niaiser, là. Puis quand un pédophile vous dit « cet enfant-là m'a séduit Ben oui. Ben oui. », il croit que c'est vrai. Exactement comme toi, comme moi, puis comme un homme qui disait « Hey, cette femme-là, elle m'a séduit, je tombe à genoux. » Dans leur cas, ce sont des enfants. Oui. Merci, Doc. Bye, Paul. Au revoir. C'était le docteur Pierre Mailloux. Il est 8h24.